bienvenue au podcast In the Zone pour une édition spéciale qu'on va appeler édition hors catégorie, podcast hors catégorie, parce que j'ai un invité qui sera donc mon co-présentateur pour ce hors catégorie, Jérôme Bachelard. Jérôme, bienvenue. Merci Thierry, avec un grand plaisir de t'accueillir. Et on est donc évidemment chez toi, dans ton cabinet. Ouais. Jérôme, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Exactement. Est-ce que tu veux juste te présenter peut-être Ouais, un petit peu avec plaisir. Donc, je m'appelle Jérôme Bachelard et je fais du sport depuis toujours, depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par le football évidemment et ensuite je me suis dirigé vers des sports un petit peu plus à risque entre guillemets. J'ai fait du BMX et j'ai fait 20 ans de motocross par la suite à plutôt bon niveau, donc je me suis bien fait plaisir et après j'ai toujours fait dans ma préparation de la course à pied, du vélo et un peu de natation aussi, ce qui m'a amené tout naturellement à la fin de ma carrière de motocrossman, de me lancer dans le triathlon et j'ai travaillé pour une marque qui s'appelle Compressport et c'est à cette occasion que je t'ai rencontré, Oui. Mon cher Thierry. Sur le stand à Genève. Au triathlon En 2012, de Genève. on a essayé de se remémorer là, la date. Exactement. Ouais, 2012, moi j'avais fait, je pense, le triathlon de Genève pour la première fois. Et c'était, je sais plus ce que je t'avais acheté, des manchons ou quelque chose comme ça. Certainement, des chaussettes. C'est pas, manchons. pas la première et dernière chose. J'ai acheté beaucoup de choses par la suite. Et puis après, j'ai évidemment découvert que tu étais ma sœur. Exactement. Et donc, voilà, je viens me faire masser assez régulièrement depuis une dizaine d'années maintenant. Tout à fait. Et donc, tu es basé à Champel. Exactement, tout à fait. J'ai ouvert mon cabinet en 2009 à Champel. Et puis, oui, je suis spécialisé dans les massages sportifs. Je fais du reboutage puisque j'ai pris des cours d'ostéopathie en même temps, ce qui me permet d'avoir une clientèle comme toi, Thierry, très sportive ou en tout cas active. Et c'est avec grand plaisir que je m'occupe de pas mal de sportifs. J'ai eu l'occasion d'accompagner aussi un triathlète professionnel à Hawaï, au championnat du monde Ironman. Et puis voilà, avec Compressport, j'ai pu participer à de nombreuses épreuves dans les coulisses, entre guillemets. Et puis moi, je m'entraîne à mon niveau maintenant, juste pour le plaisir. Bon, t'as quand même un très bon niveau à vélo. Je me débrouille bien, puisque mon papa a fait du vélo à très haut niveau aussi. Donc, voilà. Ouais. Et donc ça nous amène en fait ça fait un moment, je pense, ça fait même plusieurs années qu'on essaie de goupiller un peu ce podcast, mais là ça y est, on voulait absolument en fait parler de l'étape du Tour. L'étape du Tour, pourquoi celle-là en particulier? Parce qu'en fait elle commence chez nous, vraiment aux portes de Genève à Annemasse, et elle passe dans ton village. Oui, tout à fait, voilà. à 150 mètres de chez moi. Donc toi tu connais, je pense, l'épreuve par cœur. Ah oui. Tu as fait l'étape aussi plusieurs fois. Moi, je l'ai faite qu'une seule fois, mais j'ai coaché plein d'athlètes qui ont fait les étapes à de nombreuses reprises. Et donc cette année, l'étape du Tour, c'est donc le 9 juillet 2023. Ça part de Annemasse, on va à Morzine. C'est 157 km, 4100 mètres de dénivelé. On a officiellement 5 cols, mais bon, nous on en a plutôt 6, on va dire. Donc vraiment un gros finish. Les 2 derniers cols sont vraiment très durs. 16 000 participants et environ 45% de nouveaux participants, j'ai vu sur le site, donc pour leur première étape. Alors, justement, pour ces 45% de nouveaux participants, ou alors ceux qui ne connaissent pas la région, décris-nous un tout petit peu en quelques mots cette étape-là, les grandes lignes de l'étape. Alors, avec l'expérience que j'ai de l'étape du Tour, puisque effectivement, comme tu l'as précisé, moi ça fait depuis 2009 ou 2010 que je fais l'étape du Tour. J'en ai fait beaucoup dans les Pyrénées, dans les Alpes, un peu partout. Et donc, il y a des étapes qui sont parfois un peu plus faciles. Et celle de l'année passée était quand même relativement difficile, avec le Galibier, tu te souviens, en entrée, en plat d'entrée, et après ça finissait donc à l'Alpe d'Huez. Donc c'était quand même une étape très difficile, mais une chaleur. Mais une grosse chaleur, effectivement. Mais par contre, je pense que ce sont des cols qu'on aborde pas de la même manière que ceux que l'on va aborder cette année.
Tout simplement parce que sur le papier, on se dira, mais oui, mais ce sont des petits cols. Ouais, on les sous-estime un peu. Et on a tendance à sous-estimer un petit peu ces petits cols dans la vallée verte qui franchement, vont surprendre beaucoup de monde Ouais. par leur difficulté, par l'enchaînement déjà. Et effectivement, je connais chaque centimètre carré de cette étape et je peux vous dire que ce sera franchement une étape très difficile. Alors après, effectivement, les conditions météo seront peut-être très bonnes ou pas, on verra, hein, mais si c'est une journée avec beaucoup de chaleur, je pense que ça va être très difficile. Ouais. Donc, le premier conseil, ce sera sûrement de partir un petit peu Ouais. tranquille. Non, mais c'est vrai, si tu regardes l'épreuve, disons allez, 90 premiers kilomètres jusqu'à la Rama, c'est abordable. Enfin, Oui. c'est pas des cols extrêmement difficiles. Mhm. Et donc, on pourrait prendre un peu trop confiance en soi, pousser un peu trop fort, mais ensuite, il y a quand même 2 cols énormes à la fin. Et Ah si oui. on arrive là, où on est vraiment allé au-delà de soi, déjà sur cette première partie de l'étape, on est grillé. Ah oui, complètement. Alors là, je dirais que il faut bien se mettre dans la tête que c'est une étape, même pour les professionnels, qui va être extrêmement difficile, parce que l'enchaînement Rama-Jouplane, c'est vraiment 2 gros morceaux. Ouais. Dans les Alpes, c'est 2 cols qui sont extrêmement difficiles. L'enchaînement des deux, mais ne négligeons pas déjà les cols précédents, parce que le col de Cou par les Rupes, qui est un petit lieu-dit, je peux vous dire que le début, c'est infernal avec ses 12% pendant 3 km. Ça va vraiment être très difficile. Le col de Saxel, on va dire que c'est vraiment une mise en jambe. Commençons justement par décrire un peu ces cols, parce que bon, le départ à Annemasse, on a une première partie qui est assez roulante. C'est 20 km, un peu d'échauffement. Ça va passer vite parce que ça va rouler en peloton. Oui, ça va passer beaucoup plus vite qu'on pense. Oui, tout à fait. Donc on y arrive très vite à ce col de Saxel. Exactement. Tout à fait. Mais toi, tu le connais bien. Moi, j'ai de la peine à le dire, mais je le connais pas du tout parce que je l'ai encore jamais fait, même si j'habite pas loin. Mais alors, c'est pas de ce que je vois. C'est voilà, 4 km, 4,6%. C'est abordable. Oui, alors il faut bien savoir que c'est le côté le plus facile du col de Cou. Généralement, le col de Cou, on le prend par le côté où l'on va descendre, en fait, tout simplement. Donc là, ça veut dire qu'on monte par palier pour aller jusqu'à Saxel. Et ce côté-là, il est assez facile. C'est du 4, 5, voire 6% maximum sur une période assez courte. Mais ça va être très roulant, mais c'est vrai que ça va être de la montée continue, par palier. Donc il va falloir quand même doser les efforts. Quand il y a des petits replats, c'est toujours important de récupérer. On a peut-être encore un peu de chance de rester dans les groupes là. Oui, là, ça va monter en groupe. Ça va monter avec des gros groupes. Donc le but, c'est de pas mettre trop d'intensité non plus. C'est de se laisser monter tranquillement le col de Saxel parce que ça monte, mais c'est abordable. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un col que beaucoup montent sur le grand plateau. Parce que c'est pas non plus des pourcentages. En plus, je peux vous certifier que les routes seront très belles puisqu'elles sont toutes, ils ont refait tous les bitumes là. Ça va vraiment être incroyable. On va avoir vraiment des routes magnifiques, hein, vraiment avec un bitume qui rend bien, avec un gros rendement. Voilà, donc ça jusqu'à Saxel, je dirais que ça va être assez facile. Et ensuite, on a donc la descente qui n'est pas très piégeuse. Ok, donc bien assez facile. Très bien. Ouais. Et après, on attaque donc là un col quand même un peu plus délicat, le col de Cou. Ouais. C'est donc 7 km, donc ça commence à monter en distance et aussi il y a quand même 7,4% de dénivelé. C'est pas rien. Et avec 2 passages, quand on regarde de profil, 2 passages avec des segments de plus de 10%. Ah oui, je vous dis que quand on va passer dans le village de Fessy et qu'on commence la montée du col de Cou, les 2 premiers kilomètres sont vraiment très difficiles. Comme je vous dis, il y a 12% à peu près, environ. Et là, il les répertorie pas trop en fait sur la carte, on le voit pas très bien. Mais le départ est extrêmement dur. Après, on arrive dans le bois, et dans le bois, c'est un
petit peu plus abordable. On va dire que c'est un peu roulant, entre 7, 8%, mais ça reste quand même excessivement dur. Ouais. Il y a juste la partie finale qui est assez roulante, voilà. Mais abordez le col assez tranquillement parce que vous allez pas être déçu. Ouais. Non, c'est pas rien, hein. Non. C'est pas rien. Et ensuite, donc on va direct sur un autre col. Bon, évidemment, après la descente du Alors, col de ouais, Cou. je tiens à vous préciser quand même que quand on va passer au sommet du col de Cou, on va entamer une descente sur à peu près 1 km. Et donc on va passer à gauche pour aller retrouver un tout petit peu de montée là sur l'espace de 500-600 mètres. Et là c'est un peu dur quand même, ça casse un peu le rythme de la descente. Et on va aller chercher la descente du col des Moises en fait, qui va nous ramener après à Orcier, au pied du col du Feu. Ouais. Voilà. Et donc, col de Feu, ça commence, ce que je vois encore une fois, je vois sur la carte, ça commence très dur. Ouais. Un petit replat et après, mais on a quand même, bon là c'est un peu plus court, mais on est quand même à 5,9 km, donc quand même 6 km, Ouais. à 7,8%. Ouais. C'est un profil un peu similaire que le col de Cou, non alors? Alors, à peu près, ouais, puisqu'on a un départ qui est extrêmement dur, comme le col de Cou, effectivement. Après, on a un petit passage dans les chalets, dans les alpages, qui est assez roulant, et puis une partie finale qui se négocie bien, mais il y a quand même du pourcentage, hein. On est Ouais. plus facilement autour de 9% que, voilà, donc il faut quand même les braquer adaptés, et c'est pas à négliger non plus. Et est-ce que c'est des cols, disons moi je les connais pas ceux-là, donc Saxel, col de Cou, col de Feu, est-ce que tu es t'es un peu à l'abri? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce que c'est complètement ouvert? Parce que c'est vrai que les gros cols dans les Alpes, c'est quand même, quand il fait chaud, t'as pas d'ombre. Est-ce que là, on a un peu d'ombre? Bon, Ouais. ça sera le matin, Oui. donc il fera un peu plus frais, mais est-ce qu'on est un peu protégé ou pas? Alors, on est un peu protégé. L'avantage de la vallée verte, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'ombrage, en fait, tout simplement. Il y a des arbres qui bordent les routes, beaucoup. On passe dans des petites forêts. Et donc, dans l'école, on a quelques passages un peu dégagés, entre guillemets. Ouais, bon, toujours un peu. Mais on peut être assez à l'ombre, ou en tout cas assez abrité. Donc, généralement, dans l'école de la vallée verte, on n'a jamais de problème de vent. Ça, c'est aussi à préciser. D'accord, ouais. C'est aussi à préciser. On n'a pas de problème de vent parce que c'est bien justement abrité par les forêts qui entourent. Donc honnêtement, on n'aura pas trop de problèmes. Après, effectivement, ça dépendra tout. S'il fait un temps moche, évidemment, Oui. ça c'est encore autre chose, hein. Il faudra gérer les descentes de manière différente. La descente, pour revenir à la descente du col du Feu, après, on va redescendre direction Vailly. Et là, c'est une descente qui est un peu technique et elle n'est pas très très large, la route. Voilà, c'est juste là qu'il faudra être vigilant. Ouais. Et si on arrive après, alors ça c'est le col qui n'est pas répertorié, c'est marqué sur la carte, hein, donc le col de Jamba. Oui. On dirait que c'est un peu un faux plat montant, mais pas trop. C'est quand même 7,6 km à 3%, 3,2%. Voilà, c'est un peu casse-pattes quand même, hein. Il faudra quand même appuyer. C'est vraiment On dirait que c'est rien, mais ouais, exactement. En fait, on se dit oh bah c'est pas grand-chose. Effectivement, quand un col à 3%, on va dire que c'est un faux plat montant, tout simplement. Mais n'empêche qu'on n'est pas dans la récup, on est toujours en prise, et ça c'est extrêmement usant. Parce qu'en fait, on ne sait jamais comment aborder ce genre de profil. C'est long. C'est assez long, ouais. Mais c'est surtout, est-ce qu'on va mettre du braquet ou est-ce qu'on va tourner les jambes? Parce qu'en fait, c'est ça. Le truc, c'est de ne pas aller se brûler les ailes, entre guillemets, et se cramer sur ce genre de Mais là, passage. on peut en groupe quand même profiter de l'aspiration, profiter de l'effet un peu, et rester un peu, parce qu'il y en a quand même des groupes qui vont rouler. Alors oui, sur ceux qui sont devant, ça roule fort. Là, il faut absolument, ceux qui veulent avoir un temps et qui veulent vraiment performer, il faut absolument rester en groupe et là, tenir coûte que coûte. Mais je tiens à préciser quand même qu'il y a tellement de monde sur ce genre d'épreuve que finalement ça fait des groupes presque tout le temps, partout. En fait, on monte de groupe en groupe, en fait, tout simplement. Mais souvent, c'est un peu tout à la queue leu-leu, hein. Donc, je dirais que sommairement, on n'aura pas trop de problèmes. On pourra se caler dans un bon groupe, se laisser aller jusqu'au sommet du col de Jamba. Et je tiens à préciser que les derniers 800 mètres du col sont quasiment plats, par contre. Ça, c'est vraiment le moment là qu'il faut bien manger, bien boire, parce qu'après on va commencer
Là, on a une zone un peu de descente, de transition. voilà, Ouais. zone de transition. Ouais. Il y a vraiment, il y a que finalement 2 à 3 zones, ces zones plates, semi-plates, on va dire. Hein, et là, c'en est une, hein, justement, entre col de Jamba et le début de la Rama. Ouais, tout à fait. Alors là, on va entamer une longue descente en fait, une très longue descente, puisque depuis le sommet du col de Jamba, on va redescendre le col de Jamba par l'autre côté, direction Mejvet. Et là, c'est une descente qui est relativement Ouais, large. presque 20 km là, Oui, de oui, descente. et puis c'est pas dangereux, il n'y a pas de virage en épingle, ça descend assez vite. Là, Il y a c'est le moment juste de récupérer. il y a Hein. juste une partie exactement en bas à Mejvet, on va avoir une partie un peu plane qui remonte très très légèrement jusqu'au rond-point, mais sommairement c'est vraiment une descente qui va jusqu'à Saint-Jouard. Voilà, là c'est vraiment que de la descente tout le long. On va passer par le village d'Oignon et là c'est pareil, on peut rouler relativement bien, c'est assez sécurisé. Bon, on peut pédaler, hein, c'est pas suffisamment pentu pour laisser aller le vélo tout seul sans pédaler. Le but c'est que si on veut, on peut tourner quand même un peu les jambes. Ouais. Voilà, c'est ça, mais on va descendre assez vite. Ça descend à 50 à l'heure très facilement. Ouais, donc là ce sera une petite demi-heure en fait pour aller jusqu'au. C'est ça. Mais bon, pendant cette demi-heure. Pour moi, ça c'est un des moments clés. Il faut manger. Là c'est le moment. Il faut manger, il faut boire, parce que là il y a 2 énormes montagnes qui nous attendent après, et il faut bien manger après ce col de Jamba là, je pense, parce que comme avoir le temps de digérer, le temps de bien assimiler tout ça, pour qu'on s'en sente bien frais, parce que la Rama, on arrive là justement, c'est long. Là, c'est le plus long, d'ailleurs, c'est le col le plus long de la journée. Donc, col de la Rama, moi je le connais bien celui-là parce que je l'ai fait. Donc, on l'avait pas fait dans l'étape en 2016 2016 puisqu'il il avait été annulé. Il y avait un éboulement. Mais moi je l'avais fait sur la cyclo JPP et c'est vrai qu'il est pas évident. Mais moi j'avais pris, alors je sais pas, toi tu le connais mieux que moi, je pense que tu l'as fait plusieurs fois. Moi j'avais pris assez de plaisir là-dessus. J'ai trouvé que c'était un col qui était sympa, qui était joli, t'as des belles vues, c'est très joli, c'est varié, les paysages sont variés, c'est très joli le col. Et c'est assez spécial comme endroit où tu arrives au sommet. Oui, exact. C'est un peu je pense une station de ski un peu en dehors du temps, un peu qui est un peu la station de Somme-en-Bradley en fait, voilà. C'est ça. Donc c'est la station de ski. Moi j'ai bien aimé, j'en ai des bons souvenirs. Je peux pas dire la même chose de Jouplane, mais la Rama, j'ai des bons souvenirs. Donc c'est 14,3 km à 7%. Donc ça c'est du costaud. Hein. C'est extrêmement. C'est un col qu'il va falloir aborder avec beaucoup d'humilité, tout simplement. Alors en début. Ok. En fait, il faut bien reprendre que dans la descente qui nous amènera jusqu'à Saint-Jouard, où là on a le temps de bien manger, bien se ravitailler, bien s'hydrater, quand on va remonter depuis Saint-Jouard, là il y a une approche déjà qui est tout en faux plat montant. Et c'est du 4 à 5% jusqu'à Mieuxy. Alors là, il le répertorie comme un peu le départ de la Rama, mais le départ de la Rama se fait depuis le village de Mieuxy, vraiment, depuis le rond-point du village de Mieuxy. Alors, c'est 3 km environ jusqu'à Mieuxy. Ouais, jusqu'à Mieuxy, il y a à peu près 3 km de faux plat montant, et c'est quand même assez usant. Là, c'est vraiment à découvert en plus, mais c'est usant. La seule chose, c'est que quand on va arriver à Mieuxy, alors c'est un col que je connais très bien, la Rama, puisque je l'ai fait plusieurs fois, et en course, alors en course cycliste, mais aussi en contre-la-montre, on faisait des challenges de la montagne, où on fait des cols comme ça l'été, et donc c'est une course qu'on fait souvent en contre-la-montre. Donc pour doser l'effort, c'est assez intéressant. Donc depuis le rond-point de Mieuxy, là, on rentre dans le vif du sujet, et vous avez 2 km qui sont extrêmement difficiles, mais vraiment la mise en route, elle est dure, elle est raide, il y a un bon 10%. Après, vous avez une partie un petit peu de transition, ça redescend légèrement, hein, vous avez une petite descente là, sur 200-300 mètres, et après vous allez reprendre ce fameux col de la Rama qui va monter en plusieurs parties en fait différentes. Là, vous allez ressortir d'un tout petit village là que vous traversez, et là c'est assez abordable, c'est assez roulant. C'est du 4%, 4-5%, c'est pas très difficile. Par contre, vous allez arriver c'est tout à découvert à ce moment-là, vraiment dans la prairie,
Et là, par contre, vous allez rentrer dans le bois, il y aura un beau chalet à votre gauche, un vieux chalet d'alpage. Et là, vous allez rentrer, vous allez avoir un virage en épingle à droite. Et là, c'est là que le col de Larama commence. Pour une petite anecdote, c'est là que Richard Virenque était sorti sur l'étape du Tour de France qui finissait au Jet avec Jan Ullrich à l'époque, ça fait quelques années, et moi j'étais là en tant que spectateur, et c'est là que Richard Virenque avait fait l'effort et était parti tout seul, qui avait gagné l'étape. Il était parti à cet endroit-là. Donc là, vous rentrez depuis ce virage assez serré, là vous rentrez dans le vif du sujet du col de Larama, vous êtes contre les rochers, souvent il fait très chaud, et là vous avez entre 3 et 4 km qui sont affreusement durs. Mais quand je dis affreusement durs, avec surtout un tunnel à traverser. Ouais. Et là, dans le tunnel, il y a 12%. La sortie du tunnel, pareil, elle est très très difficile. Là, vous êtes évidemment pour tout le monde, même les bons grimpeurs, tout à gauche, parce que c'est assez, mais vraiment, c'est le point d'orgue. Quand vous avez passé ce tunnel, vous avez 400 mètres à la sortie qui vous amène à une barrière, ce qu'on appelle la barrière de dégel. Et là, vous arrivez sur un replat avec le petit lac à droite, un joli petit lac. Et là, vous finissez ce col, il reste 3 km depuis là, où là... Ça surprend un peu quand même aussi à la fin, parce qu'on a eu ce petit plat, on dit là, on se dit, ah bah ça y est, on voit la fin, c'est presque fini. Il y a juste les derniers 600 mètres qui sont un peu raides quand même. Le dernier kilomètre, on va dire, il est un petit peu plus raide, mais là, vous pouvez vraiment vous permettre déjà de récupérer de l'effort avant. Donc, pensez à bien manger, pensez à bien boire, exactement. Parce que justement, peut-être dans cette partie-là, ouais. Parce que la descente, on en a parlé avant un peu, c'est la descente après le col d'Arama qui est quand même très technique. Ah ouf. Donc, c'est pas le moment dans la descente-là de se ravitailler finalement. C'est vrai, donc... En fait, vous avez deux passages clés. C'est que si vous vous ravitaillez pas là au moment du petit replat avant la fin du col, vous allez pouvoir le faire, mais c'est pas au sommet, tout au sommet, parce que vous allez redescendre sur la station de ski du Pradly. Ouais. Donc là, vous avez 1 km de descente qui est raide, vraiment raide. Et là, vous allez repasser dans un petit village qui est un petit peu plat, entre guillemets. Et là, vous pouvez, si vous voulez, manger quelque chose. Et là, après, à la sortie du village du Pradly, là, vous allez attaquer la vraie descente. Et là, elle est extrêmement difficile, technique. Et serré. Là, il y aura un peu moins... Là, ça sera plus effilé, on va dire. Il y a toujours du monde, il faut faire attention. Oui. Mais c'est vrai que c'est dans la forêt, là. Là, vous rentrez dans la forêt. Donc, c'est des chemins qui sont... même à 2 voitures, ça passe pour se donner une perspective un peu. C'est pas ils ont élargi un peu la route. Depuis qu'il y a eu le fameux éboulement, que le col était fermé longtemps, ils ont agrandi la route, élargi la route, donc elle est plus large, donc ça va. Mais c'est surtout extrêmement technique dans le sens où c'est des virages vraiment en épingle, on arrive très très vite. Donc soyez toujours vigilants de bien maîtriser votre freinage avant vous. Et surtout, n'hésitez pas à regarder s'il y a du monde derrière vous, parce qu'il y en a qui peuvent se faire avoir en arrivant trop vite. Ou alors quand on veut justement couper un petit peu le virage, si quelqu'un arrive très vite derrière, avant les virages, donc serrer. Je conseille aussi, bien regarder derrière. Bien regarder derrière, jetez un petit coup d'œil derrière vous, élargissez bien votre trajectoire pour bien passer après à l'intérieur. Enfin, ça, c'est de la technique de descente, mais arrondissez bien vos trajectoires, c'est toujours plus facile. Pour les personnes qui ont peut-être un peu moins de technique ou qui vont un peu moins vite, prendre le virage plus large est conseillé parce que si quelqu'un justement arrive vite en descente, lui a une meilleure technique, il va couper le virage et il peut arriver très vite. Oui, tout à fait, exactement. Et c'est vrai que sur l'étape du Tour, on a cet avantage qui est quand même la route fermée. C'est d'avoir la route fermée. Et on n'a pas de véhicule qui arrive en face. Alors, méfiez-vous toujours, parce qu'on dit toujours, la route, il peut y avoir un voisin qui prenne la route. C'est déjà arrivé sur l'étape où on arrivait au Grand Bornand, où quelqu'un qui était énervé et qui est parti en sens inverse, malgré les gendarmes, et qui a voulu forcer un peu le passage, et donc ça peut mettre en danger tous les cyclistes. Mais normalement, la route est bien fermée, vous pouvez voir assez loin, donc il n'y a pas de grand danger, mais maîtrisez toujours votre vitesse, parce que là, c'est un col où ça descend très très vite, jusqu'au pont des Jets. Voilà, c'est très rapide, ça va aller très vite. On va arriver sur le replat, au pont des Jets, et là, on finit la descente du col de Larama qui nous ramène au village de
Taninges. Donc là, c'est une grande route, vraiment une grande route, qui n'est pas dangereuse. On peut descendre à 60 à l'heure, il n'y a aucun souci. On ne va pas se laisser avoir par des freinages monstrueux. Et donc là, on arrive dans le village de Taninges. Et là, on va partir pendant 10 km à plat. C'est le seul moment de plat jusqu'à Samoin, qui est le pied du col de Jouplane. Donc là, à un moment, encore une fois, 10 km, un peu, encore se ravitailler, bien boire, bien manger. Sûr. Il y aura des ravitaillements, Thierry, à préciser. L'organisation prévoit quand même beaucoup de ravitaillements. Je pense qu'il y en a 5. Sur l'étape du tour. Je pense qu'il y en a 5, Généralement 5, voire 6 s'il fait chaud. Ils ont toujours à boire, à manger. Bon, il faut faire attention parce que, bon, peut-être on en parlera plus tard, mais il y a quand même un peu il y a du monde. Hein. Donc moi, je me souviens de la fois où j'ai fait, il faut faire un peu la queue ou comme ça. Donc voilà, pour ceux qui veulent rouler fort et faire un temps, à mon avis, ils vont pas s'arrêter. Par contre, faut être ceux qui vont un peu plus à la cool. Faut pas être stressé quand on arrive et qu'il y a du monde. On sait qu'on va perdre quelques minutes, mais de temps en temps, faut mieux perdre ces minutes au ravito plutôt que. C'est du temps que vous allez gagner après. Parce que si vous faites une hypoglycémie ou une fringale, je peux vous garantir que c'est pas des secondes ou des minutes, c'est des dizaines de minutes que vous perdez. Donc effectivement, parce que tout à fait raison. Pousser son vélo ou alors s'arrêter, là on perd très vite. Oui, effectivement, et ce col de Jouplane, justement le Jouplane, là, moi je le connais mieux parce que je l'ai fait plusieurs fois justement en compétition, des deux côtés. Je pense pas qu'il y ait un côté que je préfère. Celui-là, je pense est plus dur, ce côté-là. Il est plus long, il est plus dur. Il est plus dur parce que quand on part de Morzine, on très est plus exposé haut aussi. En altitude. Et moi j'avais trouvé très exposé sur la fin. Oui, il est en plein soleil. Et là voilà, parce que c'est la fin de journée. Ça sera la fin de journée. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Il va faire chaud. Si on a un été comme l'été dernier, il peut faire très chaud. Et une deuxième partie de col qui est hors qui est à plus de 10%. C'est vraiment, donc là, le Jouplane, c'est 11,6 km, 8,5% de moyenne, c'est quand même beaucoup. De toute façon, vous avez une entrée de col déjà à 12% pendant 1,5 km. Donc 1,5 km, c'est quand même long. Et après, ça se radoucit un petit peu. Il y a quelques moments où, entre guillemets, vous pouvez récupérer quand vous arrivez à l'embranchement de la route d'été et de la route d'hiver. Là, c'est quasi presque plat, donc profitez, vous hydratez, manger. Et là, quand vous allez partir sur la gauche, là, vous rentrez où il y a des chalets d'alpage que vous voyez bien. Et là c'est vraiment c'est la partie la plus difficile du col de Jouplane. Et là, pendant 5, 6 km, c'est vrai. Exactement. Là, on va dire que c'est extrêmement compliqué. Même quand on fait que ce col à l'entraînement, c'est toujours une partie difficile. Donc imaginez avec déjà des kilomètres dans les jambes, plus les dénivelés. Non, là, je me rappelle, parce que ça, c'était donc en 2016, c'était aussi l'arrivée de l'étape du tour. Et j'étais assez marqué par finalement le nombre de personnes qui étaient assis au bord de route, sous un arbre, en train d'attendre, de dormir, ou alors qui n'en pouvaient plus. Ou qui montent à pied en poussant le vélo. Le problème, c'est que pousser le vélo, quand vous êtes crampé complètement, c'est même dur de marcher. Donc en fait, c'est l'hécatombe, quoi. Et chaque année, l'étape du Tour, c'est ça. Faut quand même prévenir un peu tout le monde qu'effectivement, on a quand même beaucoup de personnes qui s'engagent sur ce genre de cyclo-sportive et qui se rendent pas compte en fait de la difficulté et on a beaucoup de personnes qui montent l'école à pied, qui viennent aussi d'endroits de certains pays où on n'a pas ce genre de dénivelé. Bon, c'est un défi, c'est un défi, ça c'est sûr, mais je pense que ça surprend quand même beaucoup de monde, mais c'est une expérience qui est quand même assez exceptionnelle et c'est pour ça que il y a toujours autant de monde, mais juste pour finir un peu l'étape, après la descente, il y a ça remonte un tout petit peu ça surprend un petit peu. Ça c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit. C'est effectivement la petite remontée vers le col de Ranfoli. Alors là, généralement, c'est quelque chose qu'on se dit assez. C'est plutôt mental qu'autre chose. Quand on a passé le sommet du col de Jouplane, effectivement, il y a le lac qui est à droite. C'est très joli. C'est super joli. Pensez à regarder un peu le paysage parce que ça vaut vraiment le coup d'ouvrir les yeux. Vous savez que votre étape est quasiment finie. Il faut être lucide pour la descente, penser à manger, boire un petit coup avant de descendre, fermer un petit peu la veste. Mais quand on passe à cet endroit-là, on se dit ça y est, on va descendre sur Morzine.
Et ben figurez-vous qu'au bout de 1,5 km, vous avez une remontée pendant 600 mètres. Et là, je peux vous dire que c'est ultra difficile. Et les pros le disent aussi. C'est un truc, quand on n'est pas préparé, il faut relancer. En fait, tu dois on est parti dans le mode, je vais descendre, on va se laisser aller. Parce que mentalement... Et là, les cuisses, mais c'est un enfer. Non, parce que mentalement, on a fini. Au sommet de Jouplan. Oui. Mais en fait, il faut relancer et ça c'est dur. Exactement. Et puis après, je trouve que la descente est quand même très technique. Alors là, avec des épingles, il y a beaucoup de chutes. Je tiens toujours à préciser. Parce donc que là, moi, faut vraiment faire toutes les courses de vélo que j'ai fait où on passait dans Jouplan et qu'on redescendait à Morzine, il y a toujours des chutes. Parce qu'il y a des gens qui arrivent trop vite, qui freinent pas. Il y aura la difficulté à appréhender. Bon, les routes, je vous dis, les bitumes sont beaux, mais par contre, quand on est fatigué et moins lucide, on peut se laisser déconcentrer et effectivement pas prendre le virage correctement et finir. Chaque année, c'est comme ça. Il y a toujours des sacrées gamelles. Les routes se resserrent sur le bas avant l'entrée dans Morzine. Les routes sont un peu plus étroites. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant et garder de la lucidité. Effectivement, on se laisse glisser jusqu'à l'arrivée. Il faut être vigilant jusqu'au bout, c'est tout. Voilà, garder sa concentration du premier centimètre de course au dernier. Parce qu'en fait, c'est dommage de finir l'étape par terre, entre guillemets, ou d'aller au tapis, comme on dit. Donc, non, mais je pense qu'on a une magnifique étape grandiose. À ne pas sous-estimer. On en parlait avant, justement, je trouvais que chaque col, finalement, devient de plus en plus dur, en fait. Exact. C'est ça. Il faut vraiment... On peut se sentir bien au début, mais c'est pas une raison pour attaquer non plus. On se sent toujours bien les 80 ou 90 premiers kilomètres, donc vraiment faire attention. Mais chaque col va devenir de plus en plus dur. La chaleur va être de plus en plus chaude. Voilà, donc dans la gestion même de l'effort, de toute façon, vraiment bien faire attention. On verra les personnes qui ont bien géré l'effort, la façon dont ils vont monter Jouplan. Parce que je tiens à préciser que celui qui montera Jouplan de manière régulière, sans s'arrêter de quoi que ce soit, va gagner énormément de places. Mais quand je dis, c'est des milliers de places qu'on peut gagner. Rien que sur un col, un dernier col comme ça. C'est des milliers de personnes qui vont être arrêtées, pas bien, qui seront en souffrance totale. Celui qui va pouvoir monter Jouplan en tournant les jambes, en étant bien sur un rythme, pas forcément rapide, mais juste régulier, alors là, il va remonter au classement, mais alors... Donc c'est un bon conseil, effectivement. Et après, voilà, pour finir un petit peu, quelques conseils un peu, vraiment à pas oublier, ça paraît peut-être simple, mais vraiment... mettre beaucoup de crème solaire parce que s'il fait chaud, pas oublier que le soleil, ça va taper, c'est de l'énergie qu'on va l'épuiser, ça va nous fatiguer, donc il faut vraiment se protéger. Bien sûr. Beaucoup de crème solaire. Tout à fait. S'il y a des passages, des gens qui aspergent avec de l'eau comme ça, ou alors prendre un bidon mais se le verser entièrement pour rester... Alors rester mouillé, rester vraiment pour rafraîchir, faut vraiment au frais, pour pouvoir justement après la vitesse du vélo baisser la température du corps. Donc pouvoir s'asperger d'eau, exactement. si possible. Alors après, dans l'école comme ça, il y aura sûrement des personnes, puisque ce sera 6 jours avant l'étape du Tour de France, des pros. Oui. Donc il y aura déjà des camping-cars, il y aura déjà des gens installés qui attendent le Tour de France patiemment. Il y aura des personnes pour nous encourager, pour nous asperger, pour peut-être nous dépanner avec un petit peu d'eau. Et effectivement, dans l'école comme ça, on passe souvent à côté il y a souvent un petit lac, il y a souvent des petits torrents qui coulent, des petites fontaines. Et dans Jouplan, il y a une petite fontaine, effectivement, qui est très agréable, où on peut aller se rafraîchir un petit peu. On s'arrête quelques secondes. Mais c'est quand même les gants, mouiller les gants. À 2 km du sommet, il y a une petite fontaine là, au bord de la route. Et souvent, ça coule un petit peu l'été comme ça. Donc, généralement, il ne faut pas hésiter à se mettre, ou alors après, même quand on passe dans Samoin avant de monter Jouplan, il y a des fontaines, il y a toujours des fontaines, donc allez vous asperger, tout simplement, et s'arrêter 5 minutes peut-être, bien vous alimenter au pied du col. Je pense que c'est bien, parce que quand on n'est pas bien dans le col, et moi j'avais fait une erreur au pied de... quand on avait fait Annecy-le-Grand-Bornand, j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'étais super bien, vraiment devant, on était vraiment un gros groupe devant, et en fait je me suis pas arrêté au pied du col
de Rome-sur-Cluse, parce que je me suis dit, je m'arrêterai au pied de Colombières. Ouais, en fait, non. Et en fait, j'aurais dû m'arrêter au pied de Rome, juste manger quelque chose, me rafraîchir. Mais j'ai pas voulu lâcher mon groupe. Mais alors, par contre, le col de Rome, ça a été vraiment. Alors, je l'ai monté à mon rythme, mais je sentais que j'étais pas bien. Et je me suis par contre arrêté au pied du col de la Colombière, et là, j'ai pu faire une montée de col incroyable, quoi. Donc, c'est des petites choses, mais en tout cas, si vous cherchez pas un classement, arrêtez-vous au ravitaillement en bas des cols, faites le plein, mettez dans les poches, il y a un peu tout. Il y a à boire, à manger. Ou alors bien parler avec son groupe. Hein. Si on est bien dans son groupe, de se dire, les gars, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu, qu'est-ce qu'on fait, vous allez pour collaborer. Il y a beaucoup de solidarité. Voilà, de toute manière. Mais justement, et rouler en groupe, ça c'est quelque chose. Voilà, il y aura toujours du monde dans ces étapes, mais si possible, toujours rouler en groupe, parce que quand on est seul, surtout au plat, là, on a un gros désavantage. Exactement. Donc vraiment bien rester en groupe. On a dit aussi les descentes, on en a parlé déjà, vraiment attention dans les descentes, il y a du monde. Moi ce que je fais, c'est de toujours avoir la route sur mon petit GPS, pour au moins savoir et un peu appréhender ces virages-là. Bien sûr. Savoir est-ce que c'est un virage très serré, est-ce que c'est un virage qui peut aller... Tout à fait. Donc voilà, donc ça je trouve d'avoir le fichier GPS déjà installé et d'avoir la route, ça c'est vraiment important. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, effectivement, moi c'est vrai que j'ai pas besoin d'un GPS puisque je connais tous les virages par cœur. Donc je sais exactement comment appréhender tel ou tel virage, même avec la fatigue, puisque j'ai quand même fait beaucoup de courses dans ma vie de vélo. Donc c'est pas un souci, mais c'est vrai que si vous avez un GPS, maintenant on est tout souvent équipé aussi, c'est bien d'appréhender quand même les descentes un peu techniques, mais surtout dites-vous qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques dans une descente, parce que c'est pas là que vous allez gagner du temps, en fait. Vous gagnez jamais de temps dans une descente. Le but c'est de pas en perdre, évidemment, c'est de descendre, mais c'est surtout dans les montées que vous allez beaucoup en gagner. Donc assurez vos descentes, prenez du plaisir, mais ne prenez pas de risques inconsidérés. Ouais, c'est ça. Parce que ça, finalement, prendre beaucoup de risques sur une descente, tu restes un peu stressé, tu gardes tes pulsations hautes, donc ça fatigue aussi. Hein. Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est très très important. Ça permet de garder de la lucidité, en fait, tout simplement. Et quand même tourner les jambes dans la descente. Hein. Même, je pense qu'il faut quand même tourner, pas juste rester figé. Pas statique. Il faut pas, parce que là, c'est l'horreur. Parce qu'on vient de finir un col, on est épuisé. Si les jambes restent statiques, donc même tourner, même si on freine, c'est pas grave. On peut quand même tourner un peu les jambes pour la récupération. Bien manger, bien boire, hein, on l'a dit, hein, mettre peut-être une alarme sur le vélo, mais sur le GPS, encore une fois, pour se rappeler de tout le temps bien boire, bien manger. Sur 160 km, 4 mm de dénivelé, je pense qu'on peut se priver de rien sur la course. C'est impossible de finir en... Si vous regardez les étapes chez les professionnels, tout simplement, ils sont tout le temps la main à la poche, comme on dit. Ils mangent tout le temps. Ils mangent tout le temps, ils boivent tout le temps. Voilà. Et n'oubliez pas que les pros, ils ont une oreillette. C'est-à-dire que ce sont les directeurs sportifs qui leur disent dans la voiture, mange maintenant. Mangez, pensez à manger, pensez à boire, pensez à manger, pensez à boire. Eh ben oui, parce que sinon, aussi, dans la course, des fois, on oublie. Et c'est des quantités aussi maintenant qu'ils ingurgitent en glucides qui est c'est énorme. Bien sûr. Et la plupart d'entre nous ne pourraient pas. Enfin, il faut être entraîné pour manger le nombre de gel qui oui, parce que ça sature le foie aussi. Voilà. Mais ça prouve que ils en ont besoin. Donc nous aussi. Bien sûr. Et eux, ils sont. Alors oui, l'effort est plus grand, mais plus court. Pour certains, ça va être des dizaines d'heures sur le vélo. Plus que ça. Ça va être 10-12 heures, minimum. Pour beaucoup, d'ailleurs. Pour une grande majorité. C'est une très très bonne journée. Là, les professionnels vont faire l'étape en 4 heures à peu près, quelque chose comme ça. C'est juste assez incroyable, mais bon, eux mangent beaucoup, ils s'hydratent beaucoup. Eux, ils ont l'avantage de pouvoir descendre aux voitures, chercher à manger ou chercher à boire, chose que nous, on n'a pas. Donc c'est pour ça qu'autant prévoir, se prendre bien à manger dans les poches, remplir les gourdes à chaque fois qu'on peut. Et puis voilà, donc c'est pour ça que s'arrêter dans un ravitaillement, c'est pas de la perte de temps. Et peut-être à prévoir justement un peu des bidons un peu plus grands que d'habitude, parce que je sais qu'en vélo, on a l'habitude de prendre plutôt des bidons de 500 ml. 750, c'est bien. Ça serait bien 750, parce que vraiment, non, parce que c'est voilà, alors oui, c'est plus de poids, mais les montées sont longues.
et on a besoin de boire, surtout par forte chaleur. Je vous dirais que le poids c'est pas un problème. Ouais, Surtout mais on fait pour une nous, fixation un peu là-dessus. on est Hein, amateur, mais vous savez, ouais, exactement, c'est pas là que ça va se jouer. Je vous dis simplement, le but de monter le dernier col sur votre vélo à une allure régulière, même si c'est du 8-9 km/h, mais vous allez doubler des milliers de personnes. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, Et puis voilà, puis le dernier truc, c'est juste, mais prendre du plaisir. oui, Il faut se rappeler pourquoi on fait ouvrir les yeux, c'est ça. admirer les paysages, Ouais. discuter avec les personnes à côté, rigoler, sourire, les gens qui vous encouragent. Ouais. Je pense que si on garde le sourire, l'étape elle passe beaucoup plus facilement. Vous verrez que la région est très très Ne belle. pas trop se prendre toujours au sérieux en fait finalement. Je pense Non. qu'il faut aller relax. Oui, il faut se dépasser, il faut se donner du meilleur de soi, mais on est là pour c'est dur, mais il faut prendre du plaisir. Ah bah c'est la priorité dans le sport, je dirais. Ouais. Après, qu'on soit compétition tu ou le pas sais forcément. bien, il y en a tellement qui sont très compétitifs, qui veulent dépasser ça, Bien sûr, mais chacun, de toute façon, quand on se confronte à la compétition, donc mettre un dossard, c'est donner le meilleur soi-même, on est d'accord. Ouais. Donc à partir de là, on va avoir des personnes, mais un peu d'humilité, c'est bien aussi. Ouais. Faire preuve de beaucoup d'humilité vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis des gens autour de nous. De toute façon, le chrono restera le chrono. Hein. De toute façon, c'est lui le juge de paix, entre guillemets, et que on peut essayer de faire du mieux qu'on peut. Effectivement, est-ce qu'on sera dans une super belle journée? Il y a des fois, on est dans une condition optimale ce jour-là, parce qu'on est dans son pic de forme, c'est génial. Puis des fois, on peut avoir une journée un peu plus difficile, et c'est pour ça que le but, c'est que prenez du plaisir, encouragez les autres, parce que c'est aussi sympa, quand on voit quelqu'un en difficulté, de l'encourager, de lui dire « Allez, c'est bien ». Moi, je trouve que ça fait partie du sport, quoi. C'est les valeurs qui sont dans le sport et c'est des valeurs qu'on aime, tout simplement. Donc, les paysages vont être magnifiques. Vous allez avoir dans Jouplane, à un moment, vous allez vous retrouver face au Mont Blanc. Si le ciel est dégagé, vous avez l'impression que vous pouvez le toucher du doigt, quoi. Et c'est pour ça que les paysages vont être somptueux. Vous aurez du monde pour vous encourager parce que c'est un gros événement quand même. Donc dans les villages, ce sera décoré, ce sera animé, il y aura des orchestres, parce que c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est l'esprit sportif convivial, et c'est une belle expérience, une expérience de vie, une expérience de sportif. Donc prenez du plaisir, oui, ça c'est le principal dans la journée, malgré la difficulté, parce qu'il y a des moments où on se demande bien ce qu'on est venu faire ici, mais il faut se dire que tout le monde a mal aux jambes, c'est pareil. Je pense qu'on va se poser quelques questions sur cette étape mais à plusieurs reprises. Mais on a des hauts et des bas, et c'est ça aussi, il faut pas se laisser abattre par un moment de solitude, un moment un peu de désespoir. Ça revient, la forme peut revenir. Un petit gel, une petite barre, et puis 10 minutes après, soit un coup, ça va mieux. Ça va mieux. Donc non, mais c'est... Alors Jérôme, on sera donc nous les deux au départ de cette étape. Bien sûr. Moi j'y vais sans grandes ambitions, je vais y aller tranquille. Pour vraiment, moi, c'est le plaisir. C'est vraiment ça. J'ai pas. Alors effectivement, une fois qu'on est sur le vélo, les gens vont nous déranger un petit peu, je pense. Mais l'esprit de compétition revient forcément avec un dossard. Mais le but, il va falloir bien rouler, être régulier. Moi, c'est pareil, Thierry. J'ai d'autres choses dans ma vie qui sont un petit peu plus compliquées en ce moment, qui fait que j'ai moins le temps de m'entraîner aussi. Donc, je vais y aller parce que c'est à la maison, parce que mon frère, je fais l'étape du Tour avec mon frère quasiment chaque année, et que on a plaisir à faire ça ensemble. Effectivement, je ne jouerai pas cette année comme j'ai pu jouer par le passé des belles places. Non, là cette année, ça va vraiment être le but, c'est de finir. Et puis de dire, ça c'est fait, c'était sympa, on a passé une belle journée de vélo, une belle journée de sport. Et puis voilà, je serais tout heureux qu'on mette 6 heures ou 10 heures, tant pis. Ça sera, le but, c'est de prendre du plaisir. Tu as tout à fait bien résumé cette étape. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a été utile pour... Nous, je vais quand même essayer de faire quelques reconnaissances un peu du parcours. On fera peut-être ça ensemble, voilà, et pourquoi pas peut-être une petite vidéo, un autre podcast là-dessus, parce que voilà, c'est quand même important de bien connaître ce parcours, et j'espère que justement avec les descriptions bien détaillées de toi, Jérôme, merci pour ces conseils. J'espère que ça sera utile, et puis voilà. Et j'espère que vous avez aimé ce podcast en français. Je voulais le noter, j'ai oublié de le dire au début, c'est le premier podcast que je fais en français.
Voilà, il y en aura plus par la suite avec toi, Jérôme, je l'espère. Avec plaisir. Et voilà, à tout bientôt. À tout bientôt. Merci, ciao. Bye bye.